Donc, salam alaikum, bonjour tout le monde. نرحب بكي قناة الميادين سي أول حاجة اللي عندهم يعني معزة خاصة في قلبي. و je suis très content d'avoir mon ami Pierrot, comme la chanson Mon ami Pierrot, de le revoir en Tunisie après 8 ans d'absence. Et je pense qu'on s'est vu pour la troisième fois ensemble en Tunisie avec K-Édition. Je ne veux pas être lent, je vais lui laisser la parole qui va être enregistrée. Avec cette chaleur, bien sûr, il faut comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais juste, j'ai voulu dire que nous avons eu la chance et le plaisir de traduire son livre Survivre à l'effondrement économique. Parce que c'est un livre, un manuel en fait pratique qui donne tous les outils et les mesures, bien sûr, pour se prémunir contre un effondrement économique, politique, social, et puis il arrive jusqu'à l'individu. Comment l'individu pourra-t-il se prémunir contre un risque d'effondrement à la suite d'une guerre, comme on l'a vécu dans le Covid et pas mal de choses. Donc, ce livre-là, juste pour un titre de rappel, il a été traduit dans 11 ou 12 langues. Les ventes totales d'exemplaires dans les 12 langues, c'est 250 000 exemplaires. En Tunisie, on a imprimé 1000, qu'on n'arrive pas toujours à écouler, mais j'espère, je garde espoir pour que les gens puissent lire la version arabe. Et nous avons aussi la version française, avec comment dirais-je, comme quelque chose de nouveau, c'est qu'il y a une postface spéciale Maghreb faite par l'auteur Piero San Giorgio. Et puis, il y a la préface qui a été faite sur la proposition de Piero San Giorgio de notre ami Cheikh Amran Nasser Hussein. Donc, il y a deux choses qui n'ont pas été traduites dans d'autres langues. C'est uniquement pour la Tunisie, la préface de Cheikh Amran Nasser Hussein et la postface spécialement Maghreb. Je vais donner rapidement la parole à Pierrot et j'espère qu'il y aura un débat riche en enseignement. Voilà. Ouais. Shukran, merci beaucoup. Aslama, je suis ravi d'être évidemment de retour en Tunisie. C'est un pays où j'ai beaucoup travaillé dans les années 90. C'est un pays pour lequel j'ai beaucoup d'affection, d'abord pour la chaleurosité des gens, l'accueil toujours extraordinaire, et puis bien sûr moi qui aime l'histoire. C'est le pays de Hannibal, de Carthage, de Ibn Khaldoun, qui est un des plus grands penseurs de l'humanité, donc c'est toujours un plaisir d'être là. Et c'est vrai que c'est un honneur aussi d'avoir pu être traduit en langue arabe pour toucher 2 milliards d'arabophones dans le monde. Donc il y a du boulot pour les ventes, hein, visiblement encore à faire. Mais c'est toujours ça permet de toucher des gens qui peut-être n'ont pas envie ou ne lisent pas forcément en anglais ou en français ou dans d'autres langues. Et pour résumer ce livre, il a eu beaucoup de succès en effet depuis sa parution. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il continue à avoir du succès aujourd'hui. C'est un livre de 2011. Et pourtant, aujourd'hui, il se vend presque autant qu'au début. Et probablement, c'est parce que, d'une part, ce qui est écrit dedans explique le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et à l'époque, on ne me croyait pas en me disant « Mais non, les États-Unis ne peuvent pas s'effondrer. Les États-Unis, c'est la plus grande puissance du monde. En 2011, regarde, ils sont en Irak, en Afghanistan, ils ont des porte-avions partout dans le monde, c'est une grande puissance financière, économique, etc. » Aujourd'hui, personne n'y croit plus à ça. Et ça, je l'avais expliqué dans le livre, que c'était une puissance en perte de vitesse, en désintégration rapide. Et aujourd'hui, la désintégration commence à se voir. C'est un pays avec énormément de gens qui sont drogués, qui meurent dans les rues. Le centre-ville des grandes villes américaines, et pour les gens de ma génération, c'est un choc. Parce qu'on a connu les États-Unis comme un pays très riche, avec vraiment une qualité de manufacturing, de production. Aujourd'hui, ils ne produisent rien, ils ont des gens affamés dans les rues, qui sont ravagés, avec la criminalité galopante. Enfin, et les seuls endroits où on est bien, ce sont des communautés pour les riches. C'est terrible de voir ça.
Il y avait le rêve Oui, le rêve, c'est un cauchemar aujourd'hui. Et on voit que, et j'expliquais que l'Europe, les pays européens, allaient être de plus en plus féodalisés par les États-Unis, et que comme les grands empires, j'ai étudié Rome, j'ai étudié même Carthage, c'était une sorte d'empire commercial, mais qui avait aussi d'utiliser les pays sujets, les mercenaires. Et qui on tue en premier dans les guerres, c'est les mercenaires. Et donc en économie, quand on a des sujets, qui sait qu'on va sacrifier en premier, ben, c'est les sujets. Donc c'est pour ça que l'Europe aujourd'hui, elle est en train d'être sacrifiée. Elle n'avait pas bossé comme ça, hein, c'est tant pis pour nous. Et si je veux expliquer pas les détails, parce qu'on n'a pas le temps, mais ce que j'expliquais dans ce livre, c'est qu'il y a une convergence de facteurs très importants que j'avais identifiés entre 2005 et 2011, et qui allait se développer au cours de la décennie 2010 à 2020, et qu'aujourd'hui sont mûrs, c'est tout d'abord une démographie dans le monde qui continue à galoper, notamment dans les pays subsahariens. Et je sais que vous, en Tunisie, vous êtes en première ligne. On croit toujours en Europe que c'est nous la première ligne. Non, non, la première ligne, c'est ici, au Maghreb, avec l'immigration de masse qui arrive pour traverser votre pays, mais qui reste pendant parfois des années, avant de prendre des bateaux et être récupérés par les organisations qui préparent l'invasion de l'Europe de tous ces pauvres gens à qui on ne peut pas, mais qui posent des problèmes gigantesques hein, aujourd'hui en Europe, et qui posent des problèmes, je sais, ici aussi en Tunisie, du fait de la masse. Et cette masse gigantesque de milliards de personnes supplémentaires qui continuent à naître, en fait, et à exister, notamment en Afrique, mais pas que, eh bien, elles consomment de plus en plus. Lorsqu'elles arrivent en Europe, elles reçoivent automatiquement, je ne devrais pas le dire, sinon ça donne envie de venir, mais elles reçoivent automatiquement de l'argent de l'État pour consommer. Et donc, toute cette consommation dans le monde, plus la croissance économique de beaucoup de pays, comme l'Inde, la Chine, etc., et c'est à juste titre, eh bien, nécessite de plus en plus d'énergie, de plus en plus de ressources, matières premières, pétrole, production électrique, et cet ensemble de consommation et donc de pollution qui suit derrière, elle rend de plus en plus important les zones qui ont ces matières premières, ces ressources. C'est pas par hasard que justement l'Empire américain entre 2001 et aujourd'hui, mais en déclin, a essayé d'occuper non pas la Tunisie, puisque vous avez de la chance, vous n'avez pas de pétrole, non pas le Zimbabwe qui fait du tabac, mais les pays qui produisent du pétrole, ou par exemple l'Afghanistan qui est une des grandes réserves mondiales de lithium. Et donc, nous voyons, et la raison pour laquelle, j'expliquais déjà ça en 2011, la raison pour laquelle les États-Unis allaient amener ou essayer de créer des conditions de guerre avec la Russie, donc j'avais expliqué qu'il allait y avoir des guerres en Russie, dans l'objectif de détruire et de découper la Russie, bon, bah, évidemment ils n'y sont pas arrivés, pour qu'on puisse aller piller les ressources naturelles qui existent encore en Russie, et au Congo, et dans plein d'autres pays du monde. Donc, d'ailleurs, à cette époque-là, on craignait même que l'Algérie, comme votre voisin, allait subir des phases de déstabilisation supplémentaires, fort heureusement qui n'ont pas réussi. Je pense qu'elles ont été essayées, mais qui n'ont pas réussi parce que l'Algérie, forte de son expérience de cette guerre civile, si on veut, des années 90, n'est pas tombée dans le piège de recommencer l'expérience. Et heureusement. Et donc, nous avons vu ce développement entre 2001 et 2020 s'accélérer. Et chez nous en Occident, enfin chez moi en Occident, nous avons vu qu'une croissance économique en fait était fausse. Nous avons créé une croissance économique sur la création monétaire et de la dépense publique et de l'injection de monnaie dans les bourses, pour créer une simulation de richesse, mais qui n'est pas vraie. Et forcément, ça allait créer de l'inflation. Alors, je l'avais imaginé plus tôt, parce que je n'avais pas imaginé les taux d'intérêt négatifs qui ont sévi pendant les années 2010 à 2020. Mais on a vu en 2019 que ce système s'écroulait et qu'il fallait revenir à des taux d'intérêt normaux, en tout cas, ce qui allait rendre la dette gigantesque qui s'est accumulée impossible à payer. Et comme par hasard, on a eu le Covid qui a bloqué un petit peu pendant 2 ou 3 ans toute velléité de révolte. Hein. Je rappelle qu'en 2018-2019, il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu le Brexit, il y a eu le phénomène Trump en 2016. Et je pense que les dirigeants du monde ont commencé à paniquer. Et ils ont commencé à sentir venir l'effondrement. Et que le Covid a donné l'opportunité où
a été la manière de bloquer pendant 2 ou 3 ans l'économie mondiale sur un status quo. Et maintenant, ça redémarre. Et ça redémarre de manière économiquement catastrophique, même si ça ne se voit pas en bourse, parce que la bourse est maintenue, les marchés financiers sont maintenus par la création monétaire. Tout ça nous amène dans des situations extrêmement fragiles, avec des tensions sociales gigantesques, larvées, et qui n'explosent pas parce qu'il y a encore beaucoup d'argent qui est injecté dans l'économie dans tous les sens. Allocations, subventions, voilà, financement de la dette par des moyens, par les banques centrales en fait. Et cette manière de fuir la faillite par encore plus de dépenses ne pourra pas tenir longtemps. Inévitablement, ça va partir en inflation. Qu'est-ce qu'on a vu depuis 2 ou 3 ans? Le début de l'inflation. Et si on regarde réellement les chiffres au-delà de ce que nous disent les gouvernements, cette inflation, elle est en train de continuer à croître. Et donc, ça amène du stress sur les populations qui, tôt ou tard, on l'a vu aux élections européennes récemment, donc nous sommes en juillet 2024, il y a quelques semaines, il y a 1 mois, il y a eu des élections. Et donc, on a des représentants des partis de protestation, si on veut. Alors, on les appelle populistes, on peut les appeler extrême droite, peu importe, mais ce sont des émanations d'une volonté de frustration qui sont pas toujours bien dirigées, mais en tout cas, qui montrent qu'il y a une frustration dans la population en Europe. Et aux États-Unis, aujourd'hui, on voit qu'on a un retour du populisme de type Trump. Ça c'est le sous-jacent de révoltes très lourdes qui sont en train de monter et qui pourraient devenir très violentes. Et puis, voilà, on a la guerre qui se prépare. Alors, pour l'instant, c'est une guerre par proxy en Ukraine, mais qui pourrait déraper depuis 2 ans. On a la guerre au Moyen-Orient. Aujourd'hui, c'est entre Israël et Gaza. C'est une situation très bizarre, mais qui pourrait déraper peut-être même très peu, dans très peu de temps. Alors, moi, je trouve que le mot est un peu fort, mais en tout cas, c'est un vrai massacre qui se passe. Après, la sémantique. Et puis, il y a la guerre en Chine qui se prépare par les États-Unis. Et là, on en parlait avant de commencer la conférence, ce serait suicidaire pour les États-Unis. Mais parfois, le suicide, c'est une manière que les empires ont pour finir leur vie. C'est-à-dire que, historiquement, il y a des empires qui se disent, bon, si on continue comme ça, on est fini. Donc, autant jouer quitte ou double en essayant de prendre un ennemi qui est en train de croître et on va tout faire pour le détruire. Et ce faisant, on se détruit nous-mêmes parce qu'on n'est plus capable en réalité. Cette course vers la mort du désespéré, elle arrive dans l'histoire. C'est ce que les théoriciens en géopolitique appellent le truc de Thucydide. Thucydide gap. La piège de... Thucydide gap, mais en français justement le piège. Merci. Le piège de Thucydide qui arrive quasiment tout le temps quand un empire devient trop faible, qu'il voit un autre empire arriver, et en général, il essaye de faire la guerre à ce nouveau empire, et rarement ça marche, très souvent il se plante, et ça accélère sa chute. De manière encore plus rare, c'est le cas de l'empire britannique. En fait, l'empire britannique, il s'allie à l'empire croissant américain, et en fait, il transfère ses élites des 2 côtés, et comme ça, en fait, on a en réalité d'un point de vue financier, l'empire américain, il est bicéphale avec Londres, c'est Londres, la City de Londres et New York. Bon. Alors, dans ce contexte, dans mes livres, j'essaie d'expliquer comment l'individu, la famille, le petit groupe, parce que je ne crois pas dans les mouvements nationaux, qui peut, surtout en Occident, on ne sait même plus si on a le droit d'aller dans les toilettes des filles ou des garçons, comment essayer d'organiser une société pour qu'elle s'en sorte. Donc, je dois travailler sur l'individu. Et donc, j'essaye dans ce livre, je vous laisserai le découvrir, comment nous développons une résilience, une autonomie individuelle. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai découvert, que Cheikh Omar Hossein, qui m'a fait l'honneur d'écrire la préface, a lui-même développé, par exemple, en Malaisie, sur ce concept de village islamique, où non seulement il s'agit de vivre loin de toute la décadence du point de vue qu'il a, évidemment, du point de vue musulman, la décadence occidentale, ce en quoi je le rejoins pour beaucoup de points, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas besoin que d'être musulman. Je pense que toute personne qui a la tête sur les épaules et les pieds par terre, se rend compte
il y a une décadence qui est inacceptable. On ne va pas aller dans les détails, sinon on va se faire censurer. Mais non seulement développer l'autonomie, mais aussi être avec des gens avec qui on est bien, avec qui on a des points communs, et justement avec qui on peut savoir que voilà, là il y a les toilettes des filles, là il y a les toilettes des garçons. Je plaisante sur ce point, mais quand on parle des mouvements conservateurs aux États-Unis, ils n'ont même pas réussi à conserver ça. Donc c'est dire à quel point le système est mort. Le système des valeurs morales, il ne peut être que, et donc de l'action individuelle, il ne peut être que chez nous, que chez l'individu. C'est qui va arrêter ce truc? Ça va s'arrêter par lui-même, mais ce n'est pas un mouvement politique qui va l'arrêter. Ce sera le mouvement des gens qui disent non. Mais en attendant, il faut être autonome parce que derrière, il y a l'effondrement qui est sous-jacent. Alors, bien sûr, j'explique tout ça dans mes livres, comment faire, comment mettre en place un système de réseau entre les gens, pour l'autonomie alimentaire, pour l'eau, etc. Mais puisqu'on est aujourd'hui en Tunisie, moi je voulais faire un petit commentaire très court, peut-être 5 minutes, sur les avantages ou les dangers qu'il y a en Tunisie. Parce que nous sommes ici à Tunis, et je suis moi-même suisse, donc j'habite dans un petit pays comme le vôtre, je crois qu'on a à peu près la même population, 8 millions par là, sauf 11 en Tunisie. Ah, c'est plus grand alors que nous. Et nous on est à 9. Mais voilà, on est des petits pays, vous avez la mer, nous on a les montagnes, vous êtes dans une région stratégique. Et donc, pendant longtemps, vous avez été, je crois, intelligent de jouer avec l'Empire américain, parce que clairement, vous êtes dans une zone stratégique au cœur de la Méditerranée. Mais aujourd'hui, je vois que, et ça c'est un point positif, vous êtes capable de vous positionner, je dirais pas non aligné, quand même pas jusque-là, mais être capable de travailler autant avec la Chine, peut-être avec la Russie, qu'avec les États-Unis, mais sans être trop attaché aux États-Unis. Ça, c'est assez habile. Et pareil avec la France, parce qu'il faut lâcher la France. Il ne faut pas rester avec eux. Ouais, ils sont sympas, on aime bien. Hein. Moi aussi, c'est mes voisins. Hein. J'ai des Français à 50 km de chez moi. Mais voilà, il ne faut pas se lier économiquement parce que ça va mal finir. Mais, donc ça, c'est un atout. L'autre atout, c'est évidemment la capacité agricole de la Tunisie. Je ne sais pas si c'est une capacité suffisante pour être autonome, mais potentiellement, je pense que oui. Vous avez énormément d'eau dans les montagnes l'hiver, vous avez des terres agricoles. Le grenier de Rome. Vous étiez le grenier de Rome. Bon, je pense que de votre point de vue, vous auriez préféré que ce soit l'inverse. mais évidemment, mais voilà, Rome a conquis cette partie du monde, mais vous l'avez fait trembler. Hein. Et puis bon, on est un peu cousins de toute façon, donc ça va. Je suis d'origine italienne, je précise. Et donc la Tunisie, elle a cette capacité agricole, la mer, l'eau, des montagnes, la terre agricole, donc ça c'est important. Il y a je pense que vous êtes aussi un pays qui est en très bon terme avec vos voisins. Vous êtes en bon terme avec votre voisin algérien, vous êtes en fait assez en bon terme. Alors est-ce que c'est un voisin national, est-ce que c'est encore un pays, la Libye? C'est un peu compliqué depuis ce crime qu'a commis Obama et Sarkozy et les autres. Mais enfin, ça se reconstruit probablement, et donc vous êtes en bon terme avec vos voisins. Dans le nord, il y a l'Italie, il n'y a pas de raison de ne pas être en bon terme. Malte, ils sont copains avec tout le monde tant qu'il y a de l'argent à faire. Donc, vous êtes bien entouré, ça va, vous n'avez pas des ennemis qui vous menacent. Vous avez bien sûr les frontières à protéger, et pour les gens qui veulent rentrer, et pour les gens qui ensuite veulent sortir. Parce que là, il y a un vrai danger, c'est que si un jour l'Italie dit c'est fini, on n'a plus de ressources, et on vous renvoie 2 ou 3 millions de migrants, et on vous les pose sur vos plages, là vous avez un problème. Donc il y a des choses à réfléchir d'un point de vue national, d'un point de vue de gouvernement, d'un point de vue de pays, et donc de relations avec les voisins et voilà, entre nations. La politique, elle compte. Vous avez eu la révolution, moi j'étais ici en janvier 2012, juste après. Il y a donc moi j'ai l'impression qu'il y a une stabilité politique qui se remet petit à petit en place, et peut-être plus démocratique évidemment avant la révolution. En revanche, les faiblesses, clairement, il y a encore une économie qui souffre ici, en Tunisie. Le tourisme, on sait bien, il reprend un peu après le Covid, qui était très dur, mais clairement ce n'est pas suffisant. Peut-être qu'il y a alors ça c'est le défi des petits pays, parce qu'on dit qu'il faudrait industrialiser. Alors il y a évidemment les startups, il y en a beaucoup, il y a
vous avez un bon niveau d'éducation, notamment dans l'informatique, vous avez une réputation pour les entreprises qui se développent, vous avez aussi beaucoup de Tunisiens à l'étranger qui contribuent à la richesse de votre pays par des réseaux, par des connexions, etc. Mais vous restez un petit pays, et ça je connais en étant en Suisse, un petit pays, c'est difficile de s'industrialiser. Donc il faut savoir trouver les niches qui fonctionnent et aussi devenir des partenaires d'autres pays où vous pouvez apporter quelque chose de valeur qu'eux ne savent pas faire. Là, il y a une chose qui est géniale en Tunisie, comme chez moi en Italie, mon pays d'origine, c'est comme on est des Méditerranéens, on est des gens, on a des défauts, mais on a des qualités. Et les qualités des Méditerranéens, c'est qu'on sait s'arranger et on sait réfléchir vite, rapide, et trouver un arrangement, une petite astuce. Je prends par exemple nos amis allemands, ne savent pas faire ça. Eux, ils sont plus raisonnables, ils travaillent plus en profondeur, ils sont inarrêtables, mais ils ne sont pas flexibles. Nous, on est flexibles. Donc ça, c'est une niche, donc on peut être plus créatif, etc. L'autre avantage, c'est qu'un petit pays il peut devenir une plateforme diplomatique neutre. On dit, voilà, on est un petit pays, dans le monde méditerranéen, on n'a pas les enjeux d'une Algérie, ou d'une Italie, ou d'une Espagne, ou d'une Turquie. On peut être réellement neutre, parce que la Turquie, elle n'est pas crédible comme pays neutre. Elle n'est pas neutre, elle fait partie de l'OTAN, elle a des ambitions dans l'Asie centrale, etc. Neutralité active. Et voilà. Donc, ce n'est pas vraiment un pays neutre. En revanche, diplomatiquement, la Tunisie pourrait être crédible. Ce que la Suisse était, qu'elle n'est plus, c'est-à-dire un vrai pays neutre. Et ça vous arrange, c'est un pays neutre, il n'a pas besoin de dépenser autant d'argent pour la défense, etc. Donc ça peut être je dis comme ça, c'est une piste à développer, c'est pas moi qui vais le faire, mais c'est une piste. Donc il y a des possibilités, donc il y a des dangers, il y a des opportunités, et c'est à le Tunisien, en discussion, en fonction de ses besoins, d'y réfléchir dans cette période trouble dans laquelle on rentre et qui va malheureusement, je crois, devenir de plus en plus dangereuse, de plus en plus chaotique. Et dans le monde chaotique, c'est là où la flexibilité et l'inventivité de nous autres Méditerranéens est une force. Et donc, il faut l'utiliser. Et il faut l'utiliser de manière intelligente et essayer de réduire la faiblesse de nos autres Méditerranéens, qui est peut-être le côté chaotique où on ne s'arrange pas, on est peut-être moins sérieux sur finir les choses, mais voilà, ça, on peut travailler là-dessus. Donc voilà, ça c'est des petites idées pour lancer les discussions. Je crois qu'on voulait faire des petites questions-réponses. Oui, absolument. Voilà. Absolument. Merci Pierrot. Juste pour ajouter pour la Tunisie, bien sûr, ce que nous avons gagné, c'est l'éducation en fait. Ce qui fait que nous avons beaucoup d'ingénieurs en informatique qui sont formés et qui malheureusement, heureusement, ils quittent la Tunisie pour trouver des débouchés. En tout cas, on les fait déboucher par des étrangers. Nous espérons en Tunisie tisser des liens stratégiques importants parce que la démarcation par rapport à l'Occident, par rapport à les États-Unis d'Amérique et la France, une petite démarcation, pourrait donner des moyens pour qu'on puisse rebondir autrement et retrouver notre... Ah, c'est bon, hein. Merci beaucoup, M. Pierrot. En fait, j'ai lu votre livre depuis, ça fait des années, et encore j'ai lu le dernier livre de M. Emmanuel Todd, La défaite de l'Occident, et parfaitement, je trouve beaucoup de similitudes entre... peut-être vous avez dressé un pronostic, un diagnostic avant l'heure de l'Occident. En fait, j'admire beaucoup votre, comment on dit, melting pot culturel. Vous êtes français par l'école, je crois, américain, tu vas travailler avec les startups et tout ça. En fait, j'ai des petites questions. La première question concernant comment votre solution de pâte et la solution de survie, est-ce qu'elle est, comment l'esprit suisse des années 45 et des années 40, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec l'esprit de revue national de l'histoire de la Suisse, comment il a façonné, est-ce qu'il y a une mentalité suisse de survie, parce que c'est un petit pays autour des empires, le français, les Allemands et tout ça. Encore, ma deuxième question concernant l'industrialisation, beaucoup de monde ne connaît pas pourquoi la Suisse est très riche, un pays riche. Et on ne connaît pas que la Suisse n'est pas riche à cause de ses banques,
c'est à cause de ces industries, parce que la Suisse est un pays industriel de premier niveau. Ma question concernant maintenant un peu, comme on dit, sur globish, comment l'avenir de l'Occident, parce que cette année c'est une année charnière, il y a l'élection en Amérique, on a frôlé, comme on dit, la catastrophe depuis 2 jours avec M. Trump, ou peut-être on va faire une deuxième cold case de Kennedy, comme on dit. Comment tu vas voir l'Occident? Est-ce qu'il est en déclin? Est-ce qu'on est en décadence? Est-ce qu'on passe maintenant à la décentrement de l'Occident ou au multipolaire et tout ça, concernant le monde? Et la troisième question concernant l'avenir de l'Union européenne. Est-ce que la guerre en Ukraine, est-ce qu'on va vers un paix négocié ou une autre chose? Et merci beaucoup pour votre livre et on attend le prochain livre. Il est sorti, j'ai mon dernier livre qui vient de sortir en mars, en français, qui travaille sur, j'explique comment on travaille sur nos peurs. Surtout ce que je vais expliquer peut faire peur, peut nous rendre angoissés. Alors, pour les 4 questions en fait. Alors, la Suisse, pendant la Deuxième Guerre mondiale, était entourée de pays en guerre, potentiellement ennemis, notamment l'Allemagne, l'Italie, et surtout l'Allemagne qui avait un plan d'envahir la Suisse. Alors, ce n'était pas un plan vraiment très sérieux parce qu'au fond, ça arrangeait bien l'Allemagne qui est un pays neutre, mais enfin, le plan existait. Et donc, la Suisse avait une petite armée et s'est dit, on va faire en sorte d'avoir ce qu'on appelle effectivement le réduit national, un système de fortification où on va pouvoir tenir et que si on est envahi, l'envahisseur, on va le saigner, on va lui faire très très mal parce qu'on est un pays de montagne. Et tous les pays de montagne, que ce soit dans l'Atlas, dans l'Italie, Afghanistan, c'est dur d'aller prendre quelqu'un dans les montagnes. Bon, c'est pareil. Et donc, c'était une stratégie d'attrition. Si quelqu'un nous attaque, on va lui faire tellement mal, ça va lui coûter tellement cher, qu'en fait, on le dissuade de venir. C'est évidemment pas la seule raison, c'est aussi qu'on a son argent dans le banque. Ça s'arrête. Et qu'on a une industrie qui vendait aux Allemands, aux Italiens, aux Français, à tout le monde. Donc clairement, on avait une multistratégie. Mais en revanche, étant isolé, le commerce international il était bloqué. Et on ne pouvait pas importer en Suisse, dans ces périodes, de la nourriture qui venait du Brésil, d'Argentine. À l'époque, c'était des grands producteurs d'aliments, etc. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle le plan Wallen, W-A-L-H-E-N, qui nécessitait la réquisition de tous les espaces publics, les stades, les plates à côté des routes, le terrain, pour mettre des pommes de terre, pour produire suffisamment de nourriture pour nourrir la population. Mais à l'époque, on était 2,5 millions. Aujourd'hui, on est 9. Donc, ce serait très difficile de faire ça aujourd'hui, de redevenir à l'autonomie. Mais certainement, cette idée d'abord d'une population qui est armée, ça va amener à la deuxième question, qui est une armée de milices, c'est-à-dire chaque citoyen est soldat. En ce moment, mon fils aîné, il est en ce moment au service militaire dans ce cadre-là, fait que chaque citoyen a une arme, peut défendre le pays, et en plus, ça crée une cohésion, parce que je vois que les jeunes aujourd'hui, il y a des gens d'origine même étrangère, en Suisse, il y a beaucoup de gens du Kosovo, des Balkans, qui font partie de cette armée de milices aujourd'hui. Et donc ça crée des liens, ça crée un ensemble de volonté de défendre le pays, donc de la cohésion. Et ça, c'est un point très, très, très important qui amène à la deuxième question. Qu'est-ce qui fait que pourquoi donc oui, ça a façonné ma manière de voir les choses, donc même si je suis d'origine italienne, c'est pour ça que dans mes livres, j'ai structuré une réponse qui est très, très structurée, qui est très logique, qui est très mécanique. Qu'est-ce qu'on a besoin en premier? De l'eau. Qu'est-ce qu'on a besoin en deuxième? De la nourriture. Ensuite, l'hygiène et la santé. Ensuite, l'énergie. Ensuite, la culture. Ensuite, le lien et la défense, etc. Ce qui a fait que la Suisse est un pays riche, c'est d'abord son armée. Parce qu'en fait, la Suisse s'est enrichie. Au début, c'était un pays très pauvre, mais qui vendait ses enfants comme mercenaires. Ces jeunes devenaient des soldats, et c'était des soldats redoutables, craints et très cruels. Il faut dire qu'ils
ils égorgeaient les blessés, ils étaient durs hein, sur les champs de bataille à travers toute l'Europe. Et donc, cette réputation a fait que personne ne voulait envahir la Suisse. Le dernier à l'avoir fait, c'est Napoléon, d'ailleurs, en 1799. Et après la fin de Napoléon, quand la Suisse s'est créée, on a gardé cette idée d'armée nationale qui s'est consolidée après On a une petite guerre civile avec très peu de morts en 1848. Et en 1849, on a créé la Constitution qu'on a aujourd'hui, qui est une copie de la Constitution américaine d'ailleurs, qui est elle-même une copie de la Constitution de la Corse, qui n'a jamais eu lieu. Mais voilà, c'est une petite... on revient à la Méditerranée quand même. Et cette armée, elle permet la stabilité et elle permet la confiance dans le fait que la Suisse ne sera jamais envahie par d'autres. Évidemment, la neutralité, c'est le pendant, une neutralité armée, chose qu'on peut faire en Tunisie d'ailleurs. Parce que vous avez toujours votre service militaire, je crois. Oui. Et donc, cette idée que le pays est une armée, tout le pays peut être une armée, et ça c'est puissant comme concept. Et là-dessus, puisqu'on a confiance, on peut créer des banques qui garantissent le secret bancaire. Ça, c'est une catastrophe de l'avoir enlevé, il faut le remettre vite, hein. Sinon on va être très mal ensuite. Et puis derrière viennent toutes les industries. La transformation, alors, Nestlé, c'est l'agroalimentaire, mais il y a la pharmaceutique. La banque, c'est 10% de l'économie suisse. Ouais. Après, c'est la pharmaceutique, c'est la micromécanique, c'est les sciences. C'est un pays très très riche pour plein de raisons. Si on enlevait la banque, c'est mauvais, mais ce ne serait pas une catastrophe terrible. Mais c'est bien qu'elle reste. Il faut blanchir l'argent des autres, il faut bien que quelqu'un le fasse. Et c'est dommage, on a perdu ce marché depuis 30 ans. Il reste la microtechnique, les montres, il y a plein de choses. Mais voilà. Si vous venez ensuite, vous allez voir à quel point c'est riche de plein d'industries. Et les gens travaillent dur, hein, les gens travaillent beaucoup. Ensuite, l'Occident. Alors déjà, le terme Occident, il faudrait se mettre d'accord de ce qu'on entend, mais moi j'appelle ça l'Empire américain. L'Empire américain, il a, pour plein de raisons qui seraient longues à expliquer, il s'est fait subvertir de l'intérieur. Il y a déjà longtemps, ça a commencé par les universités déjà dans les années 50, 60, et petit à petit, c'est arrivé à partir des années 90 dans le politiquement correct, et ça finit par toucher l'armée dans les années 2000, 2010, et l'économie et la finance, et puis là-dessus, le fait d'avoir enlevé le sérieux de l'économie financière basée sur l'or en 71, a amené avec de l'inertie à ce qui était inévitable, c'est que même le pétrodollar aujourd'hui, il est en train de céder, il n'est pas mort, mais aujourd'hui, on a aussi la possibilité d'acheter à l'Arabie Saoudite du pétrole en yuan, en rouble, en plein d'autres, en roupies indiennes, etc. Et donc, ça veut dire que, ce qu'il faut comprendre, la logique, c'est que tout le monde devait acheter du dollar pour acheter du pétrole, et ils se retrouvaient, alors, ceux qui vendaient le pétrole se retrouvaient avec beaucoup de dollars, et qu'est-ce qu'on fait avec du dollar? Une fois qu'on a acheté un peu d'importation d'ici et là, après, il faut bien investir quelque part, et on va l'investir aux États-Unis, puisque c'est payé voilà. Et donc, en fait, l'économie américaine, elle vivait aussi l'avantage de l'investissement saoudien, algérien, même nigérien, de tout ça. Donc, cet argent, quand les Saoudiens ils vont recevoir des roupies, ils vont investir ces roupies en Inde. Quand ils reçoivent du yuan, ils vont investir en Chine. Quand ils auront des roubles, ils vont investir en... Et tout ça, c'est ce qui manquera aux États-Unis. Donc, non seulement les États-Unis sont en perte de vitesse économique, sont en déclin, mais il va s'accélérer parce qu'il y a de moins en moins de réinvestissement. Donc, en fait, cette spirale, elle s'accélère dans le déclin. Et un déclin, quand on a une population qui est physiquement et mentalement forte, ça se récupère. Ça s'appelle 1945, l'Europe qui sur l'époque, un guerrier celte dans l'armée de Carthage, avec les Romains. Si on enlève les armures, on les met autour d'une table, c'est des hommes, ils se parlent, ils peuvent peut-être s'entretuer sur le champ de bataille, mais ils ont des choses en commun. Mais aujourd'hui, moi, j'ai rien en commun avec ces gens-là. Qu'est-ce que j'ai en commun avec un type avec un homme en talon aiguille? Moi, je veux juste pas qu'il touche mes gosses, quoi. Donc, et au bout d'un moment, ça dépasse les lois. Moi, celui qui vient dans mon école pour expliquer à mes enfants, heureusement ils sont grands, et si quelqu'un vient dans mon école et il explique à des enfants de 5 ans
des choses bizarres sexuelles, moi je dirais qu'indécence. Comme vous et comme le font encore les pays qui ont un peu de tradition. Puis c'est tout. Alors oui, peut-être que j'irai en prison, mais tu touches pas à mes enfants, point. Et c'est pareil pour les drogues, et c'est pareil pour la finance, et tout est en train de se décomposer. Le problème, c'est que c'est comme une avalanche. Ça a l'air de tenir, puis tout d'un coup, ça commence à glisser, et après, ça part de plus en plus vite. Et là, l'avalanche culturelle, sociologique, économique, là, elle est déjà partie. Moi, j'annonçais que ça partirait entre 2020 et 2025. Je ne sais pas exactement quand ça a commencé à tomber, mais là, on est déjà dans l'avalanche qui s'accélère. Alors, est-ce que l'élection d'un Trump précipite l'avalanche ou ça la freine un tout petit peu, mais c'est trop tard de toute façon. Donc, par moment, il faut que ça s'effondre et que ça arrive jusqu'en bas pour qu'on redémarre. C'est déjà arrivé plein de fois. Je veux dire, Rome s'est effondré, il y a l'Italie aujourd'hui, ça va. Et l'Italie, l'Espagne s'en sortiront mieux que la France, l'Angleterre ou les États-Unis. De la même manière, Carthage, ils ont mis du sel sur 10 ans, mais vous êtes là. Donc, à la fin, on redémarre. La question, c'est comment c'est la transition. C'est le moment où ça fait mal, où ça pique. C'est ça qu'il faut réussir à faire. Et donc, petit avertissement, puis j'en conclue avec la fin d'Occident, c'est ce qu'il faut faire très attention, c'est qu'évidemment, les gens qui sont aux commandes, d'une part, ils vont essayer de faire en sorte de s'en sortir en faisant en sorte que les pauvres, nous, tous, on se tue entre nous. Parce qu'ils vont faire en sorte, mais je trouve que ça marche de moins en moins. Parce qu'on a Internet, et qu'ils vont essayer de faire en sorte que voilà, les pauvres entre eux se massacrent et ils oublient de regarder ceux qui les ont mis dans ces situations. Et ils créent justement ces situations de détestation en créant des situations où tu ne peux pas accepter l'inacceptable. Donc, à un moment, il va y avoir des gens qui vont réagir. C'est l'exemple alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, on ne saura jamais exactement. Mais voilà, l'assassinat politique, des choses comme ça, ou même on avait vu des attaques, alors, pour prendre des exemples qui ne nous concernent pas ici, mais on a vu cette attaque sur une mosquée en Nouvelle-Zélande. C'est très bizarre la manière dont ça a été fait. C'est pas un matin, un type se réveille, qui a manipulé qui, comme ça. Ou pour prendre un autre exemple en France, Bataclan. C'est quand même une histoire très bizarre. On dit à la police, à l'armée de ne pas intervenir, etc. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on essaie de créer de manière d'ingénierie? Quelle est l'ingénierie sociale qu'on essaie de créer derrière? Moi, je n'ai pas la réponse, c'est pas mon sujet. Mais je me méfie. Donc, faire attention à ça. Faire attention et de rester, justement, encore une fois, les hommes et les femmes qui ont une anthropologie saine, qui peuvent discuter entre eux. Ça, c'est important. Donc, l'Ukraine, ce qui est terrible, c'est que ces deux peuples qui ont une anthropologie saine, qui se battent entre eux. Parce que c'est des peuples qui sont encore traditionnels, qui sont encore solides, qui sont encore capables. C'est pour ça que la guerre est dure. Mais depuis le début, c'était une évidence que la Russie va gagner cette histoire. Aujourd'hui, il y a des ratios de perte de 10 contre 1 depuis maintenant 2 ans, donc il y a 1 million de morts chez les Ukrainiens. C'est une catastrophe démographique, en sachant qu'on a ces 10 millions. C'est 1 million de morts dans un monde où on est capable de traiter les malades bien mieux qu'il y a 50 ans. C'est pour ça que les Américains n'ont pas eu beaucoup de morts en Irak et en Afghanistan. Mais ils ont beaucoup d'estropiés, de gens qui manquent la moitié de la tête, un bras, et qui sont vivants. Et là, comment ça va se terminer? Ça va se terminer quand soit les Ukrainiens disent on arrête, et ça peut s'arrêter parce qu'ils enlèvent la mafia qui est au pouvoir chez eux, ou ils se désintègrent comme pays, comme armée, c'est possible à tout moment. Et moi, je ne vois pas les Russes perdre d'une manière. Enfin, eux, en plus, dans leur culture russe, avoir des morts dans une guerre, c'est glorieux. C'est un peu comme. Je ne sais pas quel guerre. Ouais, peut-être. Je ne connais pas, je ne suis pas musulman, mais il y a des. Je pense à Mad Max. Les types sont heureux de mourir pour aller au paradis des voitures de chrome. Non, mais pour être historique, il y a des peuples qui étaient heureux d'aller mourir au combat, comme les Aztèques. Pour eux, c'était une mort glorieuse, c'était l'aboutissement et une gloire de tout ça. Oui, ou peut-être. En tout cas, pour les Russes, ils continuent un mythe de la guerre extraordinaire pour la patrie. Et en plus, ils n'ont pas beaucoup de pertes. C'est trop, moi je trouve que c'est beaucoup trop.
Et je souhaite vraiment la paix. Je suis triste de voir ça. Parce que d'un point de vue d'Européens, c'est deux peuples européens qui se massacrent entre eux. Et j'ai pas envie. Même tous les peuples du monde, j'ai pas envie, mais c'est mes cousins, quelque part. Et donc, je pense que ça peut s'arrêter très très vite cette année, si Trump est élu, en tout cas je pense d'ici la fin de l'année. Mais ça peut aussi devenir plus grand. Ça peut dériver, ça peut devenir plus... s'étendre si l'OTAN décide d'intervenir. Mais là, alors, on tombe sur... pas d'intervenir directement, mais là on tombe sur un autre niveau qui est celui de... Quelle est la réponse? Parce que du point de vue russe, les Ukrainiens, en tout cas au début de la guerre, ils voulaient limiter les pertes ukrainiennes parce qu'ils considèrent que c'est des frères slaves. C'est des frères entre eux. Mais le jour où les Finlandais, ou les Allemands, ou les Baltes interviennent, là pour les Russes, c'est plus des frères. Et là, ils lancent les armes nucléaires s'il faut se défendre. Parce qu'ils en foutent. Et là, et je ne crois pas que les États-Unis défendraient, si l'Allemagne et l'OTAN attaquaient la Russie, je fais des conjectures, la Russie répondrait avec des armes nucléaires. Je ne crois pas que les États-Unis enverraient des armes nucléaires sur la Russie, parce qu'ils diraient, mais non, mais c'est entre vous. Donc attention à qui derrière veut la destruction de l'Europe, parce que l'Europe, c'est une industrie qui est concurrente aux États-Unis. Donc ça pourrait être si on tire par les cheveux la logique, ça pourrait être une manière pour les États-Unis de pousser une guerre en Europe pour éliminer un concurrent et essayer de se redonner l'espoir de survivre encore un petit peu avec leur économie à eux. Bon, c'est tiré par les cheveux, je sais, mais j'ai pas beaucoup de cheveux, donc je ne sais pas si c'est la bonne stratégie. Moi, à leur place, je ne ferais pas ça, mais j'espère, parce que je suis sain d'esprit. Donc voilà pour l'Ukraine, mais peut-être que le Moyen-Orient dégénère, parce que là, en cet été, là, en ce moment même, moi je suis ça toutes les semaines, il y a quand même pas mal de porte-avions américains qui se dirigent vers le Moyen-Orient en ce moment. Ce qui n'a pas été le cas pendant une année. Pendant une année, il n'y avait pas de porte-avions, très peu. Là, ils sont en 4. 4, ça commence à avoir une force de frappe importante. Pourquoi faire? Pour le Liban, pour l'Irak, pour l'Iran, je ne sais pas. Mais on rentre cet été dans un moment de risque sur le Moyen-Orient. Donc, celui qui veut profiter de la chose, il peut acheter un peu de pétrole. Mais sinon, voilà, remplissez vos réservoirs d'essence à la maison dans des jerrycans, ça peut être un été chaud. Mais voilà, je ne sais pas. Je ne suis pas devin, j'essaie de faire des tendances. Alors, merci beaucoup pour la présentation. Moi, je voulais lancer une critique. C'est pour vous provoquer et pour avoir des réponses à des interrogations qui me passent par l'esprit. Vous avez fondé toute votre idée centrale sur l'effondrement de l'Empire américain et occidental sur le postulat qu'il y a des symptômes, il y a des données des données socio-économiques, culturelles, bien sûr, vous avez insisté sur les données culturelles, économiques, statistiques, etc. Donc ces données, toutes ces données indiquent qu'il y aurait certainement un effondrement imminent de l'Empire américain et de la civilisation occidentale. Alors que cela peut nous amener à croire que vous avez ignoré que le système économique mondial capitaliste, parmi ses caractéristiques, sa caractéristique principale est l'adaptation. Ce n'est pas la première fois que le système capitaliste américain, le système capitaliste mondial, passe par une crise importante, par une crise multiforme. Bien sûr, je suis d'avis avec vous que cette crise est un peu singulière par rapport aux autres crises que le système capitaliste mondial avait vécu. 29, les années 80, 90, toutes ces crises, 2008.
2008, bien sûr, la crise des subprimes, toutes ces crises, par enchantement, le système a pu s'en débarrasser et s'en sortir, s'adapter. La crise du Covid, en France, juste après le Covid, la France fait 8% de croissance. Les États-Unis aujourd'hui font une croissance de 4% et puis un taux de chômage le plus bas, qu'on appelle le plein emploi. Avec 1% ou 2% de chômage, c'est le plein emploi aux États-Unis. Même en Hein? France. Le plein emploi. Ils avaient une crise, ils avaient un problème avec les trucs avec lesquels on fabrique les cartes mères, etc. Hein? Oui, les semi-conducteurs. Parce qu'ils ont délaissé cette industrie il y a des années. Et aujourd'hui, ils décident de faire revivre ces industries et d'investir. Et maintenant, ils sont autonomes. Ils redeviennent autonomes. En plus, l'autre caractéristique, c'est que la civilisation occidentale, américaine notamment, a toujours vécu avec des contradictions, avec des 40 millions de pauvreté, la pauvreté, 40 millions aux États-Unis. Ça ne l'empêche pas d'être la première puissance. Ça ne l'empêche pas. Et quand vous parlez maintenant je n'ai pas les, et quand vous parlez de montée parce que c'est comme ça que les civilisations, quand vous parlez de montée d'autres puissances qui vont concurrencer la puissance américaine, on va directement à la Chine. Vous savez que le plus grand allié des États-Unis et de l'économie américaine, c'est la Chine. Et vous allez me demander pourquoi. Parce que la Chine, elle retient le nombre le plus important de bons de trésor américains. Parce que la Chine, et quand on dit que la Chine a entre ses mains le plus grand nombre de bons de trésor américains, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Chine a tout intérêt à voir l'économie américaine prospère. Parce que la prospérité de l'économie américaine, c'est la santé des bons de trésor américains. Et quand on sait que la Chine dispose des plus grandes réserves de dollars au monde, on ne pourrait jamais imaginer que la Chine pourrait anticiper ou pourrait espérer un effondrement de l'économie américaine. Et quand on parle de substitution au dollar à travers le BRICS, tout ce qu'on avait entendu ces derniers temps, c'est que les membres du BRICS ont refusé d'utiliser d'autres monnaies que le dollar dans leurs échanges. Et cela est très étrange et très significatif. Ils ont refusé entre eux de faire des échanges avec les monnaies nationales. Donc, tout cela m'amène à dire que il y a d'autres facteurs, l'internationalisation, etc., parce que ce n'est plus la civilisation occidentale, maintenant on parle plutôt de civilisation universelle, etc. Les gens... Donc, je veux dire que le postulat de l'effondrement de l'économie américaine, l'économie occidentale, peut être fragilisé. Est-ce que vous avez des réponses? Oui, alors, d'abord, j'aime beaucoup les questions qui contradisent certains raisonnements. Alors, bien sûr, je vais présenter les choses de manière très succincte, mais je dirais plusieurs choses. Tout d'abord, les chiffres que l'on nous montre, nous publie,
C'est un peu comme quand on compte ce qui compte, c'est pas ce qui vote, c'est ce qui compte. Donc quels chiffres on veut bien nous montrer? Est-ce qu'on montre des chiffres de plein emploi Quand on regarde souvent dans les détails, et au moins le monde anglo-saxon est assez transparent dans la manière dont les chiffres sont présentés, on voit que par exemple le chômage aux États-Unis n'est pas chômage celui qui a au moins un travail plusieurs heures par semaine. Donc même quelqu'un qui travaillerait 3 ou 4 heures dans un bar n'est plus considéré chômeur. Donc forcément, et celui qui a 2 petits emplois compte comme 2 emplois dans les statistiques. Donc en fait, il est très difficile de se rendre compte réellement de la santé d'un pays, et on ne parle même pas de pays qui camouflent d'un trait d'ordinateur, de clavier, comme en France, les chiffres pour arriver à ce dont ils ont envie de montrer. Donc, méfiance avec les chiffres et les statistiques, ça c'est sûr. Et ça vaut pour moi comme ça vaut pour tout le monde. Par exemple, lorsque j'écrivais mon premier livre, une des données importantes pour moi, c'était les chiffres de production du pétrole. Et en 2011, je n'avais pas vu les chiffres, parce que, pour cause, évidemment, ce n'était pas encore démarré, le boom du pétrole de schiste qui a explosé dans ces années, qui est en train de terminer, enfin qui nous a donné 10 ans de pétrole, pas bon marché, mais en tout cas qui nous a donné 10 ans de pétrole. Bon, parfois, c'est vrai qu'on a des rebondissements, vous avez raison de le faire remarquer. Les États-Unis sont le premier produit aujourd'hui exportateur de pétrole. Oui, alors là aussi, quand on regarde dans le détail les chiffres, ils ont, par exemple, comment les statistiques se mettent en place, ils mettent en place le gaz comme étant du pétrole. Puisqu'on peut théoriquement transformer du gaz en carburant, donc ils considèrent que le gaz naturel fait partie des pétroles, et donc ils ont augmenté, d'un coup de baguette magique, leurs réserves et leur production. Mais en fait, ce sont 2 choses complètement différentes. On ne peut pas faire tourner notre voiture comme ça au gaz, et même le pétrole, il faudrait le découper, quand on regarde les quantités, en pétrole plus ou moins soufré, plus ou moins lourd, plus ou moins léger. Et par exemple, les États-Unis ont des raffineries qui sont faites pour fabriquer du diesel, plus que du pétrole, comme on a par exemple en Europe, en tout cas. Ici, je ne suis pas sûr. Donc c'est une question de raffinage, parce qu'en fait, ils mélangent le pétrole qu'ils produisent eux avec le pétrole qu'ils importent du Venezuela, pour avoir ce mélange. C'est pour ça que le Venezuela est stratégique pour les États-Unis. Et bref, donc il y a c'est un peu le diable se cache un petit peu dans les détails. C'est vrai que le capitalisme est adaptatif. En revanche, vous avez raison de dire qu'il y a une culture globale qui se met en place, mais clairement, moi je vois une différence quand même de culture quand je suis à San Francisco, quand je suis à Tunis, ou quand je suis à Beijing, ou quand je suis à Moscou. Il y a quand même des sacrées différences. Cela dit, c'est vrai que tout le monde consomme les mêmes clips vidéo, ça c'est pas nouveau, lit de moins en moins de livres malheureusement, ça vit de la même manière, il y a ça c'est vrai. Et le capitalisme est capable de dissoudre, de digérer tout, les religions, les cultures, si on lui laisse le temps, il bouge tout. Et rien ne résiste à ce truc-là parce qu'il se base sur les désirs de l'être humain, et les désirs de l'être humain, on le sait tous, ils sont infinis, et les cultures et même les religions, ils sont là pour les limiter, à juste titre d'ailleurs, parce que sinon on fait n'importe quoi. À modérer, plutôt. À modérer, à limiter, à cadrer, à canaliser pour le meilleur. Oui. Si les religions existent, moi j'ai beaucoup évolué sur le point de vue religieux, ceux qui ont lu mon dernier livre le verront, elles sont très utiles, elles sont nécessaires, elles sont importantes. Alors, après je reviens sur la Chine. Pour les BRICS, c'est vrai que l'alternative des BRICS, elle n'est pas encore... C'est pas un empire en soi qui serait concurrent aux États-Unis. C'est pour ça que moi je parle pas tellement d'Occident, je parle plutôt d'empire américain. Et le mot empire, pour moi, n'est pas forcément négatif. Il peut y avoir des empires bienveillants, il peut y avoir des empires moins bienveillants. Mais là, c'est un empire en crise. Les BRICS ne le sont pas, peut-être ne le seront même jamais. C'est même pas l'idée d'avoir un monde bipolaire ou multipolaire, c'est quelque chose qui est en train de se créer, qui est encore largement pas fini, vous avez raison, qui est absolument pas rigide dans une structure. C'est pas le pacte de Varsovie, c'est quelque chose en constitution.
Et c'est fascinant de voir quelque chose en constitution. Un jour, l'Argentine veut rentrer, un jour, elle dit non. Un jour, l'Algérie veut rentrer, le lendemain, elle dit non. C'est pas encore tout à fait stable et stabilisé. Et c'est vrai que le capitalisme adaptatif, et surtout les détenteurs du capital, parce qu'à la fin, c'est quand même là qu'il faut aller voir un petit peu, ces détenteurs du capital, ils sont passés, par exemple, une partie d'entre eux, ils sont passés quand même de l'Espagne aux Pays-Bas, à l'Angleterre, et de l'Angleterre à New York. Et je sais que ces détenteurs de capital, à un moment, ils se sont dit, ben, la prochaine étape, c'est qu'on va passer à Shanghai ou à Beijing. Sauf que les Chinois, ils ne sont pas cons, ils ont dit non, le capital, on va le garder pour nous. Et c'est vrai, vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, c'est la Chine qui détient le plus de nombre de la plus grande quantité de bons du Trésor, suivi, je crois, par le Japon, enfin, la Suisse doit être quelque part derrière, mais pas loin. Et cette quantité de bons du Trésor, c'est, en théorie, vous avez raison, une garantie d'une paix entre ces deux pays, puisque l'un s'endette pour acheter des produits de l'autre, et l'autre achète sa dette pour pouvoir. Mais c'est en train de changer. Vous avez vu cette année, par exemple, la vente spectaculaire de bons du Trésor de la part de la Chine sur les marchés. Et parce qu'ils ne veulent plus être dépendants de cette économie américaine. Alors, c'est un processus qui se fait lentement, même si ce sont des énormes chiffres, même si c'est des centaines de milliards tous les mois que la Chine vend, ça reste dans l'ensemble des trilliards de l'économie. Je crois que l'économie mondiale, c'est 340 000 trilliards, donc c'est gigantesque. Et là, je crois que c'est de la dette. L'économie, c'est 140 000 milliards, sauf erreur. Bref, ce sont des chiffres qui donnent le vertige, on ne sait même plus les compter. Donc, quand la Chine vend par centaines de milliards, c'est relativement petit dans l'ensemble. Mais elle les vend quand même. Elle est en déficit de ça. Donc, il y a une volonté de se détacher le plus vite possible et le plus possible de ça, sans que ça crée des remous. L'adaptation ultime, c'est la guerre. Parce qu'elle permet, si vous jouez avec votre neveu et qu'il vous bat à chaque fois aux échecs, la tentation de foutre 3 claques et de jeter l'échiquier en l'air en disant c'est moi le plus fort, c'est moi qui gagne, elle est là, même si c'est pas très sympa pour votre neveu. Donc, on pourrait imaginer que la fuite vers la guerre puisse être une tentation. Parce qu'elle va aboutir, en ce moment, on est dans une phase de bouillonnement. On a Israël, qui, par exemple, est un pays qui, après 20 ans de rapprochement de l'Arabie Saoudite, même avec l'Iran, il y avait des tentatives, avec Dubaï, maintenant. Là, ils ont, pour des raisons politiques qui sont claires, mais qui sont d'une toute petite élite de leur politique et de leur. Voilà, ils ont jeté en l'air 20 ans de travail dans une catastrophe et pour eux et pour les victimes à Gaza, et qui sont en train de partir vers cette guerre en essayant de tirer dans leurs histoires les États-Unis. Alors on ne sait jamais qui dirige qui entre ces deux pays, c'est un peu compliqué, il y a une collusion des élites, mais en tout cas, c'est très dangereux ce qui se passe. Ce sont des puissances nucléaires, ce sont des pays qui ont des grands risques, et sans parler de l'horreur humaine, il y a un risque d'embrasement d'une région qui n'est déjà pas connue pour être super stable, historiquement, mais qui est une région très importante, parce qu'il y a des ressources. C'est une région avec une population qui se stabilise démocratiquement et qui a envie de vivre dans la paix et de développer sa prospérité, et non plus. On prend l'exemple. Donc là, on a un exemple de potentielle dérive vers la guerre. Pour l'instant, la retenue a été énorme. L'Égypte, tous les pays se sont extrêmement retenus. Il n'y a pas cette envolée rhétorique qu'on aurait eue à l'époque de Nasser, où il y a encore 50 ans. 50 ans. 50 ans, c'était Sadat. Je commence à vieillir, donc il faut que je rajoute. Voilà. 70. Voilà, ça fait longtemps déjà. Ça fait longtemps. Et donc, je ne suis pas si vieux, heureusement. Mais voilà, donc on a un monde en déplacement. Donc, vos remarques sont pertinentes et elles sont importantes parce que lorsque nous changeons notre vie de manière personnelle pour prendre des démarches, alors avoir 4 ou 5 bidons de 20 litres dans notre garage avec un peu d'essence en réserve, des boîtes de conserve, de thon et des boîtes de maïs pour faire notre salade tunisienne en cas de crise, ça c'est bien, ça ne change pas beaucoup de notre vie. En revanche, celui qui dit peut-être que vivre dans une grande ville, dans une grande mégalopole, ou près d'une base militaire qui pourrait être une cible, c'est pas une bonne stratégie de vie. Là, ça demande d'avoir
une conviction de ces choses qui arrivent, beaucoup plus profonde, et donc la critique est très importante pour tester ces convictions. Donc moi, j'apprécie beaucoup vos questions. Je ne sais pas si j'ai répondu. On pourrait parler 50 heures, hein, c'est génial. Mais voilà. Alors, allô? C'est bon? C'est bon. Allô? Écoutez, je suis arrivé en retard, premièrement, et je n'ai pas encore lu votre livre. Je vais réparer cette faute dès ce soir, parce que je vais me procurer le livre, parce que je vois que c'est publié par K Édition, donc c'est super. Juste sur la question de la survie, en fait, j'ai des amis qui sont dans la permaculture, qui voyagent à travers le monde, justement pour trouver des endroits isolés, etc., justement pour ces questions de survie. Donc c'est une question dont j'ai souvent entendu parler, etc., qui m'a souvent plus ou moins intéressé, un peu par paresse. Je ne suis pas allé trop loin là-dessus, mais j'ai vraiment de très 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 bons amis qui vivent dans beaucoup de pays, notamment en Jordanie et ailleurs, et qui essayent de mettre en œuvre ce genre de concept. Et souvent, ce sont des Européens qui ont quitté l'Europe. Alors ma question, en fait, elle est un peu pratique, parce que je me suis toujours demandé si finalement la question de la survie, c'était plus une question de survie au danger physique qu'au danger, on va dire, alimentaire. Parce que s'isoler dans la campagne, par exemple, ou construire des moyens autonomes de survie, c'est évident, c'est clair. Sauf que, par exemple, en Europe, pas en Tunisie. Moi, j'ai vécu quelques années en Tunisie. Et ici, par exemple, curieusement, malgré toute l'instabilité dont vous parliez tout à l'heure, en fait, je me sens ici en plutôt en sécurité. Parce qu'il y a une sorte de... la Tunisie est un pays homogène. Donc, il y a une homogénéité dans la population. Et donc, même en cas de crise, d'ailleurs, on l'a vu pendant la Révolution, le danger on va dire humain est plutôt contenu. Alors qu'en Europe, c'est beaucoup plus inquiétant. Regardez par exemple l'exemple de, je ne sais plus son nom, vous savez ce berger près des Alpes, enfin dans les Alpes qui hébergeait des migrants, et dans un endroit totalement isolé, presque sans électricité, et les gendarmes viennent le trouver. C'est-à-dire que je me dis, mais il vivait en permaculture, en autonomie, etc. On vient le trouver, s'il le faut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit safe. En plus, en Europe, vous savez, on monte les uns contre les autres. Les médias ne font que ça. Donc, alors je veux bien la survie, mais en Europe, est-ce que c'est pas une illusion? Ce qui est vrai, c'est que le continent européen, c'est une petite péninsule de l'Asie, avec une particularité génétique, on pourrait dire, vraiment qui s'est développée de manière particulière, après l'effondrement de ce monde méditerranéen qui était l'Empire romain. Et avant ça, l'Égypte, évidemment. Mais la civilisation, avant l'Europe, c'était en Méditerranée et au Moyen-Orient, en croissant fertile. Et puis, l'Europe est une anomalie historiquement, parce qu'il n'y a pas les ressources, il n'y a pas la fertilité des sols pour que ce qui a été l'Europe jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on se suicide le siècle dernier entre nous, en 14-18 et en 9-45 en grande partie, parce que on a cette... probablement ce qui a fait l'Europe, c'est une capacité à être des guerriers incroyable. Et comme je disais avant, on a mis le monde entier au tapin pendant 4 siècles. Mais pourquoi nous, on n'a pas cette... Mais voilà, c'est un peu... Il y a eu le miracle d'Allah avec les grandes conquêtes islamiques au 7e siècle, et il y a eu une sorte de miracle, je ne sais pas quoi, parce que clairement c'est pas religieux, entre 1400 et, quoique côté avec les Ottomans c'était pas gagné, l'Europe, qui aurait pu dire qu'en 1800 l'Europe allait commencer à dominer, mais plus que dominer, il n'y avait pas un centimètre, à part l'Éthiopie et le Libéria, il y avait pas, et le Japon, il n'y a pas un centimètre carré de terre dans le monde qui n'était pas sous notre domination. Pour le meilleur, pour le pire, on a fait des conneries, on a fait des hôpitaux. Il y a du bien et du pas bien. Et les pays mieux gérés que d'autres, et ainsi de suite, et des colonisateurs ou des dominateurs plus sympas que d'autres, c'est clair. Bon, maintenant c'est fini. J'espère que l'espèce humaine elle a développé une autre manière de faire des relations, etc. Mais clairement, l'Europe n'a pas les ressources pour la population qui existe en Europe aujourd'hui. Et comme vous le faites très bien remarquer,
moi je suis un ethno-nationaliste, c'est-à-dire moi je crois beaucoup dans l'homogénéité d'une nation, par définition, dans laquelle nous pouvons avoir un petit peu d'étrangers, parce que moi je trouve que c'est bien la diversité, personnellement. Mais c'est peut-être une toute petite minorité qui amène un petit peu de piment dans un plat peut-être fade, mais qui est unique. Si on commence à avoir le bordel, si on commence à mélanger du kebab, des hamburgers, des pizzas, et ça va faire un truc qui n'est pas très bon. Mais c'est fini tout ça. Si je me permets. Regardez l'équipe de foot suisse. Mais l'équipe de foot, ça va. Mais c'est quand on enlève la bouffe, quand on enlève le haut, quand on enlève l'économie, qu'il n'y a plus de travail, que les gens commencent à avoir faim, que là on teste la réalité des choses. Alors, Si je me permets, l'homogénéité, c'est pas que l'aspect ethnique. pour moi, c'est essentiellement culturel. Parce que, par exemple, avant la Révolution française, il n'y avait pas d'homogénéité. Absolument. Voilà. Et pourtant, d'un point de vue ethnique, ouais. Et en Italie, pareil, il y a même entre un Piémontais comme moi et un Vénétien, en réalité, il n'y a pas grand-chose en commun. Après, c'est une idée qu'on se met dans la tête, c'est un petit peu comme l'Oumma dans le monde musulman. Est-ce que ça existe vraiment? Effectivement, la Oumma dans le monde musulman à ses débuts, c'était un monde de chrétiens, de juifs, de zoroastriens, de musulmans. C'était ça la Oumma à l'époque. Mais est-ce que finalement, voilà, mais c'est une idée. À un moment, il y a une idée qui dit, c'est comme le paradis communiste, le paradis des prolétaires, c'est une idée. C'est comme l'American Way of Life. L'American Way of Life, c'est une idée. À la fin, c'est pas la même chose pour les gens. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a 40 millions de pauvres qui vivent sur des trucs. Pour répondre à vos questions sur l'Europe, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, moi j'y habite, donc je me pose la question. J'ai des enfants, mes familles qui habitent en Europe. Et donc, je me pose la question. Donc, moi, j'habite dans la montagne, j'habite loin. Alors oui, en temps de paix, ils peuvent venir poser des questions. Bon, moi, je n'héberge pas des migrants, ce serait plutôt l'inverse. Mais personnellement, hein, chacun, voilà, moi, je trouve que c'est une catastrophe, cette migration. Pour les migrants, pour les pays de départ et pour les pays d'accueil. Et pour les gens du pays d'accueil. On a quand même 350 attaques au couteau par jour en France. Donc, bon, bref. En temps de problème, le flic qui monte chez moi, il a intérêt à avoir une très bonne raison et de venir de manière très pacifique parce que je ne suis pas tout seul et je ne suis pas habillé comme maintenant, quoi. Ah ouais, j'ai pris l'exemple de, je ne sais plus comment il s'appelle, ce jeune berger, mais ça peut aussi être des groupes paramilitaires. C'est ce qui est arrivé dans le passé. Voilà. Dans la guerre de 30 ans, il y avait des bandes armées qui montaient. Donc il faut avoir une bande armée plus grosse que la leur. Donc la survie, c'est pas qu'une question. C'est pour ça qu'on a une armée de milice en Suisse qui a une cohésion très forte, j'espère. Mais là, c'est pour ça que j'ai écrit un bouquin sur la peur, parce que si on suit votre raisonnement, et il est juste, on arrive à se poser des questions qui sont très loin de qu'est-ce que je vais faire samedi soir avec les copains, qu'est-ce que je vais manger, est-ce que je vais à la pizzeria ou est-ce que je vais au kebab, est-ce que je vais essayer de bosser pour des bomboloni ou est-ce que je vais à me mettre au bord de la mer pour le week-end. Là, on est sur qui va venir dans mon village, qui rentre dans la vallée, pourquoi, comment je mets en place des procédures pour... Ça peut aller très loin. Et donc c'est vrai que des gens quittent l'Europe dans ce contexte-là pour aller en Russie, pour aller dans d'autres pays. Après, la question, c'est que si on va loin, on devient l'étranger du pays dans lequel on est. Alors, en temps de paix, on est super bien accueilli en Thaïlande, on est super bien accueilli partout, parce qu'on a du pognon, mais le jour où c'est la crise, et c'est vrai que dans beaucoup de pays, la crise qui est en train d'arriver sera moins forte qu'aux États-Unis, en France, en Angleterre, etc. Mais l'étranger, il n'est jamais bien vu dans une situation de crise. Alors, avec un bémol, et encore une fois, c'est une des forces de la Tunisie, ou même en Italie, puisqu'on s'en souvient de crise en Italie, les étrangers dans le monde méditerranéen, en général, pas toujours, et il faudrait définir le monde méditerranéen, mais enfin, en général, ça se passe assez bien parce qu'on est des peuples de commerçants, on est des peuples de navigateurs, on est des peuples ouverts. On peut être parfois dur, mais on est ouvert. On comprend qu'il y a d'autres personnes qui pensent différemment. Celui qui est compliqué, c'est celui qui ne comprend pas que d'autres gens pensent différemment que nous. Moi, je m'entends très bien avec des gens qui pensent très différemment que moi. C'est pour ça qu'à l'époque où j'ai travaillé, j'ai fait fortune dans le commerce d'informatique, j'étais capable un jour d'aller bosser en Israël, le lendemain en Arabie Saoudite, le lendemain à Dubaï, le surlendemain ici à Tunis, et le surlendemain en Afrique du Sud ou en Russie, parce que
mon esprit méditerranéen, il comprend que l'autre pense différemment, et donc il utilise l'empathie, et il travaille différemment. Mais il y a, comme je l'expliquais l'autre jour à ma fiancée, tu vas pas en mini-jupe faire du trekking. On va prendre un autre, on va pas prendre le Maghreb, mais on va prendre par exemple en Serbie ou en Bosnie ou au Kazakhstan. Tu vas avoir des gros problèmes, tu vas sûrement mourir. Parce que c'est comme ça. Et il y a 500 ans, une jeune fille de n'importe quel pays qui débarquait en Italie ou en France et qui se baladait à travers les campagnes, elle va sûrement mourir. Parce qu'elle va tomber sur des mecs seuls, célibataires, qui vont la choper. Et ensuite, ils vont se dire merde, donc maintenant qu'on a fait ce qu'on devait faire, et ils vont la tuer. C'est horrible. L'être humain est comme ça. Donc, il faut garder en tête ce que notre monde civilisé, entre guillemets, a enlevé, c'est-à-dire, on nous a évacué la brutalité, la méchanceté, qui s'ajoutent à tous les autres problèmes que sont le manque de nourriture, le manque d'eau, les maladies qui viennent très vite quand il n'y a plus d'eau, et éventuellement les infections, etc., quand la médecine n'est plus là. Parce que la médecine moderne, c'est une sacrée belle invention jusqu'à certains points. Et donc, c'est pour ça que je suis en train d'écrire des livres sur la peur, pour essayer de relaxer et de dégoupiller ces instincts qui sont très vite en dessous de cette patine de civilisation, une fois qu'elle est vite égratignée, a tendance de revenir très fort pour nous. Et on doit maîtriser ces instincts-là. Et ça se fait. J'en y arrive. Dans des pays du Sud, et notamment, on voit que vous évoquez Gaza. À Gaza, vous voyez, ils vivent la pire des situations. En termes de survie. C'est la pire des situations. La pire, il n'y a pas pire. Et pourtant, la solidarité entre eux, etc., c'est parce qu'ils ont gardé la tradition qu'on a perdue en Europe. Et puis, alors, je ne vais pas utiliser de mots trop forts, mais je pense qu'ensuite, face à l'adversité, on se soude. Face à clairement une injustice, on se soude. Moi, je peux prendre le point de vue des deux côtés, mais et je suis ni juif, ni musulman, voilà. Donc, mais il y a un côté éthique sur lequel on ne peut pas échapper. Et j'attends fin octobre pour donner mon avis sur cette histoire pour des raisons familiales, c'est longue histoire. Mais en tout cas, clairement, on se soude face à ce qui est totalement une injustice. C'est comme le ghetto de Varsovie, quand il se fait détruire par les Allemands, à un moment, soit mourir, soit tu te bats. C'est ça que les gens... J'ai fait une vidéo qui a mal passé à l'époque, où je me mettais à la place d'un Israélien qui commentait, mais voilà, ça a été très mal compris, peu importe. Face à l'injustice, la violence devient légitime. Face à la tyrannie, c'est même dans les constitutions de nombreux pays, d'ailleurs, la violence devient légitime. Et de toute façon, c'est un droit naturel de l'être humain de se défendre. Quand on est mis en prison de manière arbitraire pour sa race, sa religion, parce qu'on veut, il devient légitime de se battre. Et même l'article 51, bien sûr, des Nations voilà, Unies. donc, bref, mais si vous avez raison, il y a une solidarité qui se fait, et probablement dans l'adversité, la solidarité se met en place beaucoup plus que dans la richesse et l'opulence. Moi, je me permettais, en fait, juste... Oui. Non, c'est pas sans micro, ça va dire. Parce que tout à l'heure, vous posiez la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé en Europe, qu'est-ce qui a fait que, tout à coup, entre le 15e et le 16e siècle, il y a eu ce changement de paradigme, les Européens sont devenus violents, colons. On était violents. Non, mais il y avait une... Oui, mais c'était une violence là, mais... Ça s'est cristallisé dans autre chose. Et puis c'est devenu... Pierrot, on va peut-être continuer à global. discuter tout à l'heure ensemble, Avec parce que plaisir. là, ils ne ont pas c'est enregistré. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous tous et toutes, bien sûr, pour vos riches interventions. Et j'espère que Pierrot nous a quand même apporté quelque chose d'important. Et puis, il en a reçu aussi en contrepartie. Voilà. Merci. Merci. C'est